Au siècle dernier, une constellation de tribus parisiennes instaura une brève république de fête. Qu'elle soit issue du punk, du hip-hop, de la techno, elle fut renie provisoirement par une volonté d'insurrection joyeuse. Quand on arrive aux 90s, il n'y a plus de cloison et tout est possible. Everything is possible. Possible. Paris nous appartenait, tout était possible, oui. On n'écoutait que du rap et c'est vrai qu'il ne faut pas exagérer, c'est d'autres trucs, mais en tout cas on n'avait jamais écouté d'électro ou de techno quoi. Et donc les premières fêtes de Pas de Cash, on ne comprenait rien à ce qui se passait, tu vois, et on sentait que c'était le futur qui n'avait pas encore eu lieu. Mais ce morceau il nous a convaincus en fait. Prince Destroy de son royaume de pionniers, Pas de Cash fut le mot de passe des soirées secrètes fin 80 jusqu'à disparaître, devenant une métaphore de la tase. J'ai entendu ce mot plusieurs fois, pas de cash. C'est quoi pas de cash? À l'époque du tout Google, ça paraît insensé de pouvoir s'évader de quasiment tous les moteurs de recherche. D'ailleurs, c'est peu après que Pas de Cash disparaît. Il ne s'agit pas tant de retrouver Pas de Cash que de se perdre dans ce pari provisoirement gagné. Everything is possible. Possible. C'est des personnages à fantasmes. Pas de Cash, il était too much. Tu vois, et ce dont on se rappelle de lui, c'est qu'il était too much. Et il existait parce qu'il était too much. Il était too much dans son look, il est dans ses goûts, dans ses attitudes. C'était aussi un mystère, Pas de Cash. C'était un mystère parce que c'était un fou. Le mec, à l'époque, n'a pas de limite. J'ai vu une apparition, quoi. Il y avait une sorte de mezzanine, le mec est arrivé, et il est descendu, comme une scène de film, quoi. Il est descendu, je ne sais plus, je crois qu'il était torse nu, avec un genre de blouson en fourrure, fluo, et un collant lamé, des baskets, et c'était des lunettes, et c'était Pas de Cash, quoi. Mais c'était un personnage... C'était comme une mise en scène, et en même temps, je pense que pour lui, c'était très naturel. Pour moi, il y a du Ramelzi et il y a du Warhol. C'était entre l'abbé Pierre et la Gacan. C'est un peu un Moïse local, quoi, de notre époque. J'ai l'impression que c'est rocambole. C'est de toute façon quelqu'un qui avait besoin de renouvellement perpétuel, c'était un caméléon. C'était le personnage qui était là, qui était omniprésent et tout ça, et puis un jour, il a disparu. C'était une sorte de mythe. En tout cas, toute cette époque, elle est vraiment marquée par quelqu'un, pour moi, comme lui, parce que c'était un des rares qui, comme moi, tu pouvais pas lui coller une étiquette, musicalement parlant. Il habitait la chapelle de son époque, lui. C'est-à-dire que c'était ça, sa tribu. La tribu, c'était que c'était un moment donné où tout est possible, et la scène Paris émergente, c'était funk, raga ou rap. Et lui, qui était au cœur de ça, il faisait un groupe de hardcore.
batteur des Cosmic Wurst. C'était punk. Tous autodidactes. Et puis voilà, c'était l'état d'esprit, il fallait que tu veux jouer de la guitare, c'est maintenant, donc fais de la guitare maintenant. Tu sais pas jouer de la guitare, c'est pas grave, tu en joues quand même. On pourrait être bon musicien, mais justement, on n'a pas envie de faire l'effort d'être comme tous ces Mongols qui posent sur scène avec leur instrument et qui sortent de la thune. La première fois que je l'ai vu, c'était pour lui dire que c'était un mauvais batteur. On vivait le moment présent, basta. Demain n'existait pas. J'avais commencé à faire de la programmation en fait, de concerts au sein des Baroques. C'était la seule asso de rock indépendant en fait à cette époque-là. Mais bon, les Baroques, ils faisaient pas passer les Wurst tout le temps ou d'autres groupes parisiens. Donc on a décidé de faire une organisation pour organiser des concerts. Et c'est ça qui a amené au fait qu'on crée l'Elastic Crew Enterprise derrière. L'entité Elastic Crew Enterprise, drivée par Charlie, son frère donc, un autre phénomène. Ça s'appelle Elastic et c'est du hardcore. D'accord ? Nous, on voulait un peu casser avec la scène rock'n'roll qu'on trouvait vieillotte. Et les Cosmic Wurst, ils avaient ce côté un peu fun. Nous, on n'est pas un groupe fun, on est anticapitaliste et antifasciste. Ce sont des musiques vraiment bien différentes. Les attitudes étaient complètement différentes, quoi. Les trois groupes justement de l'Elastic Crew étaient clairement identifiés comme des groupes que les Baroques voulaient absolument mettre en avant sur la programmation pour justement aider à leur développement. Et en fait, on organisait des concerts en fonction des groupes qui pouvaient les organiser et ceux qui pouvaient jouer dans la soirée. Par exemple, toi, on prenait deux groupes de l'organisation qui jouaient. Un groupe européen par exemple et un groupe américain ou canadien. Ce qu'on voulait absolument faire, c'était justement ouvrir sur tout ce qui était hardcore, noise, qui venait absolument pas du tout en France. Donc ce qui était vraiment très problématique puisqu'on avait du coup 10 ans de retard. Quand les groupes américains venaient ici, nous on devait chercher des salles. On a fait des salles chez des curés par exemple, tu sais, dans un appartement par exemple au-dessus du Rex, ça je m'en souviens plus ou moins parce que à l'UP6 plusieurs fois. On a organisé des concerts quand même dans une salle de tennis à Montreuil. Tout le monde gérait tout, tout le monde faisait tout. Ce qui était génial, c'est que c'était totalement imprévisible, totalement hors norme. Donc c'est vrai qu'on a eu souvent des remarques de pas mal de groupes qui disaient non, nous on veut pas jouer avec les Wurst parce qu'ils foutent le bordel. Enfin, entre foutre le bordel et vivre, tu vois, il y a un fossé, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'on foutait le bordel, il faut dire la vérité, bien entendu, parce qu'il fallait réveiller les morts, quand même. On est complètement à poil, on est peint avec... Donc, la première fois, c'était en bleu, la seconde fois, on l'a fait en rouge. Là, on a du blanc, du noir. On l'a fait en jaune aussi. J'étais à l'Élysée-Montmartre pour les voir. Et donc, ils faisaient la première partie, et Pat était arrivé tout nu, avec un préservatif en fourrure rose et une perruque. Et il était batteur, je peux pas te dire ce que c'était la musique, je me souviens pas, c'était très très expérimental. C'était très drôle, c'était cette espèce de performance. Et en fait, c'était là, il faisait la première partie d'un groupe que je connaissais pas, qui était les Red Hot Chili Peppers. Moi, à l'époque, j'aurais pas pu te dire si c'était rock, punk, speed metal, fusion. J'ai le souvenir de fusion, de mélange, de syncrétisme dans leur musique et qui s'accompagnait beaucoup de théâtre, tu vois, sur scène. Ils étaient vraiment iconoclastes. Ça aurait pu vraiment être un vrai groupe, mais je pense qu'il y avait juste une espèce de volonté d'autodestruction systématique de Pat Cash et de Charlie, de point de ne pas vouloir en faire une carrière de même, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire vraiment, voilà, à ce point-là. Et il y a peu de gens qui le sont à ce point-là. Des vrais punks, quoi. Ils voulaient faire leur truc, des vrais indépendants.
Autodafé Records, ça se passe dans le fait qu'à cette époque-là, en France, il n'y avait pas beaucoup de labels qui signaient des artistes français, comme il n'y avait pas de salle d'ailleurs. Et donc j'ai créé Autodafé justement pour produire et le disque de mon groupe et justement les artistes que j'aimais qui ne trouvaient pas de label non plus. Autodafé voulant dire acte de foi, c'est avant tout, on n'est pas là ni pour faire du fric, ni du marketing, ni autre. C'est vraiment un acte de foi, de passion, quoi. On a fait un album aussi avec eux, qui était complètement différent. C'était Philippe Roisès qui les a ramenés. C'était justement le côté disparate, et éclectique, voilà, que souvent les labels ne veulent pas. On a démarré avec One Trip chez Ravage parce qu'il y avait deux personnes ici en France qui faisaient ça. Il y avait Eric Morand avec Fnac Music et de l'autre côté Ravage qui était beaucoup plus... ça nous parlait beaucoup plus. C'était un ancien punk, nous on connaissait le mouvement punk. Il y avait ce côté underground, il connaissait son sujet. Vraiment, si je devais mettre en parallèle deux artistes que j'ai produits dans ma vie, je mettrais les Cosmic Wurst et One Trip. C'est les mêmes mecs bordéliques, créatifs, voilà, artistes barrés et tout. Ravage Records, voilà. Et puis à l'époque, on parlait de sampling, c'était de prendre le meilleur de chaque titre. Comme logo, j'ai samplé la RAF, la route Army Fraction, puis surtout changer la mitraillette qui pour moi était un signe de violence, par une colombe qui est un signe de paix. Moi j'avais fait un disque avec Christophe Monnier à l'époque, qui a été appelé le premier disque techno. C'était en 89. Avec Manu Casana. Déjà, je savais que c'était qui jouait dans Marie et les garçons, et moi, Marie et les garçons, c'était un groupe que j'aimais. Si c'est plus ou moins punk, Marie et les garçons. Je me positionnais pas comme un producteur, je me positionnais plutôt comme quelqu'un qui apporte une opportunité à des artistes. Le do it yourself, c'était quelque chose qui était jouable et économiquement viable. C'est-à-dire, on pouvait faire un petit label et un petit groupe, mais on faisait un petit label, on vendait quand même ce qu'on investissait, on se remboursait un peu. On prenait quelqu'un qui avait fait des bons morceaux qui nous plaisaient et puis on pouvait aller faire presser sur vinyle et on mettait un label white, on faisait faire un tampon et boum. Mais c'était un disque. Et on en donnait 10 chez Rough Trade, 10 là. C'est comme ça que ça marchait. Saul Rousseau, avec sa boutique Bonus Beat, qui est ensuite devenue BPM, ont été les premiers diffuseurs intéressants d'au moins une partie de cette musique, c'est-à-dire toute la partie américaine, qui est quand même la partie de cette musique qui va donner aux gens l'envie de danser et d'écouter des musiques plus difficiles issues de la musique industrielle et de la New Wave. Donc il a eu une importance énorme. Il n'y a pas de différence entre ce que je faisais à la radio radicale et ce que j'ai fait ici à Paris, quoi. C'est faire connaître cette musique à la majorité des gens, quoi. C'est une façon différente d'offrir des divertissements. Et c'était Manu Casana. C'est lui qui est venu chez moi en me proposant d'acheter des disques que lui, il vendait. Et c'était des bons disques, donc je les ai achetés et je les ai vendus. C'était effectivement un endroit, le 1 rue Keller, d'où partaient beaucoup de choses. Et ensuite, il y avait, pas très loin, il y avait Rough Trade, donc souvent les disques arrivaient, je sais pas, le mardi chez BPM, le mercredi ils arrivaient chez Rough Trade. Saul était très très intègre dans son truc. Alors dans sa boutique, il y avait pratiquement tous les gens qui sont devenus des DJ intéressants. À la fois, tout le monde se cherchait une autre manière de danser, une autre manière de sortir, une autre manière d'embrasser la musique. Le DJ propose, on va dire, et après le danseur dispose. Un des leitmotifs de la techno au départ, c'était dans la techno, il n'y a pas de star system. On a bien vu que ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est quoi l'intérêt d'avoir fait en sorte que le DJ devienne comme un putain de groupe de rock, quoi. C'est quoi l'intérêt, quoi? Le groupe de rock, ils sont toujours là, il y a plein d'artistes merveilleux qui sont sur scène. Pourquoi est-ce qu'on fout le DJ sur scène avec les gens qui regardent le DJ?
même temps, donc tout le monde ressentait un peu les mêmes choses en même temps. Les 90s, c'était une chouette décennie parce que déjà il y a un son nouveau qui apparaît, c'est pas rien quoi. Ce qui était nouveau, c'était la musique, la technologie, la façon dont elle allait s'exprimer et s'organiser. Autre chose de nouvelle aussi, la danse systématique jusqu'à l'épuisement. Voilà, ça quand même dans les années 70, ça n'existait pas. Les gens dansaient légèrement, quelquefois un petit peu plus, mais pas pendant des jours. Pour nous, quand on l'a reçue ici en France, elle n'avait pas de nom. Quand un jour les gens nous ont dit ça s'appelle de la techno, nous on a fait non, ça nous plaît pas, c'est moche comme mot. La démocratisation des outils de production, c'était ça qui était la révolution. La techno, c'est la démocratisation de la fête qui était réservée à des élites ou à des microcosmes. Et là, d'un seul coup, c'est devenu énorme. C'est pas né comme ça, voilà, ce do-it-yourself, il a été expérimenté par des générations plus âgées, il y a eu une passation. Au départ, il y a les free festivals, hippies, puis le punk arrive, et puis il y a une loi, alors là on est sous Thatcher, qui dit que si tu changes de localité, tu peux recommencer à avoir des allocations. Voilà. Et donc ça va pousser les gens à bouger. Et là, il y a la mise en place donc, du mouvement Traveller et de communautés. Et là, c'est donc qui est incarné par le groupe Crass, en fait. Les Crass qui avaient ouvert des villages autonomes, donc eux qui étaient déjà depuis 10 ans, donc de la période autonome punk. On investit des endroits dans la nature, on dort dans les camions, on dort dans les bus, voilà, et on fait des fêtes, mais c'est tout petit, c'est underground, ça représente les punks. Et puis arrive la vague Acid House, ça va trop loin, il y a encore une loi anglaise, britannique répressive qui dit on va fermer, maintenant les clubs ils ferment à 3h. Donc les gens ils se retrouvaient à la porte, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Puis commençaient à faire des espèces de dragons, des enfilades de voitures dans la campagne anglaise, à essayer de trouver un lieu où ils pouvaient se poser. On peut avoir un sound system, on peut avoir un bus, on peut aller dans la campagne, on peut aller dans un entrepôt. Nous aussi, on va faire nos fêtes. Et il y a une fusion qui se fait. La fusion, tu vois, eux les punks un peu anarchistes, noirs, etc. Et puis les mecs qui sont venus des clubs. Et c'est de là qu'est né les rave parties. Ce film est avant tout un hommage aux défricheurs de Londres. Le portrait d'une génération qui s'appropria la ville et déjoua le calendrier des fêtes, créant ses propres lieux, ses propres dates. J'allais tous les 15 jours en Angleterre pour acheter des disques, les amener en France, les vendre et autres. Et j'étais vraiment encore dans la mouvance punk ouais. Et j'étais là à me dire, mais attends, un punk, ça va pas écouter de la disco. Parce que si autant j'ai entendu parler que les Ecstasy, c'était Pilule d'amour, la house, ou l'acid house, ce que j'en avais entendu parler, et ce que j'avais pu en entendre, mais par des prémices, pour moi, c'était de la disco. Et j'ai suivi la bande. Et c'est là que je suis tombé dans ce truc-là, mais vraiment tombé de... Waouh. Clapham Junction, c'était au sud de Londres en fait, qui était le sud industriel et tout, il y avait plein de warehouses. T'arrives, tu débarques avec tes amis et tout, puis ça discute, puis d'un seul coup t'entends comme un battement de cœur au loin. Et puis plus tu te rapproches, plus t'entends ce battement de cœur, le son qui s'accentue, le volume. Et d'un seul coup t'arrives devant un grand entrepôt, tu vois pas mal de gens comment dirais-je, qui s'agglutinent. Tu passes un deuxième entrepôt dont le toit avait été complètement éventré. Et avec, donc comme on était au mois de janvier, il n'avait plu, on est à Londres, hein, d'accord. Et donc en fait, tu as un immense lac dans cet entrepôt. Et tu vois donc accroché aux structures métalliques des cordes. Et toi, tu arrives, et puis tu vois des gens qui se balancent pour traverser, pour aller donc là où tu payais, où tu rentrais dans la soirée, dans la acid house, pour aller vers le dance floor, quoi. Et un petit peu plus loin, il y avait toujours sur le même tonneau des dealers. Et là, une fois qu'on a joué à Tarzan, je me retrouve de l'autre côté. L'Ecstasy est monté en 20 minutes. Et là, c'était du délire.
punks, des punkies, des skinheads qui étaient mes ennemis jurés. Pour moi, les skins, c'était tous des fachos, des machins, enfin bref. Voilà, enfin, on retrouvait mais alors, une multitude, un éclectisme de public et tout le monde en train de danser comme des fous et tout. Et en fait, je me suis paumé, j'ai retrouvé mes amis avec lesquels j'étais arrivé qu'à la fin de la soirée, à la sortie. C'est-à-dire que j'ai passé 10 heures de la soirée tout seul, à aller voir des gens, à faire mon tour, à danser comme jamais j'avais dansé. On va dans les premières soirées rave, on emmène notre maman dans les teufs. Oh, c'était trippant. Les gens lui parlent de drogue, machin truc, elle connaît vraiment un rayon là-dessus, vraiment ça ne l'impressionne pas. Elle arrive dans la fête, c'était vraiment très underground, des sound systems, quand on était contre les enceintes, ça nous massait jusqu'aux yeux, quoi, comme ça, les yeux qui vibraient, c'était... Et ben là, ma mère nous a dit, écoutez, franchement, les enfants, vous n'avez rien compris, là, tous les jeunes qui se défoncent, c'est ça la drogue, c'est cette musique. Cette musique, c'est de la drogue. Et j'ai vu beaucoup de gens après se sont engouffrés dans le délire du « je ne peux pas écouter cette musique sans être drogué », etc. Moi, je suis désolé, cette musique, c'est la drogue. Et elle provoque une hallucination par répétition. Une génération s'appropria la ville. Generation. La fête s'est déplacée vers le nord-est parisien. Est de Paris, parce que l'Est de Paris a toujours été plus ouvrier. D'un seul coup, vraiment, à bras-le-corps, je me jette là-dedans. Merde, je veux de ces disques, je veux cette musique, je veux réécouter ce que je viens d'entendre, je veux ressentir ce que je viens de vivre. C'était le Graal. Du coup, involontairement, je dirais, je suis un peu devenu l'organisateur. Le nom Rave Edge sort. Ravage, ouais, ça fait des ravages cette musique, ce mouvement et tout, donc appelons ça Rave Edge. Et donc en fait, la première soirée qui s'appelait Rave Edge, c'était en fait mon anniversaire le 4 mai. Ça voulait dire underground, ça veut dire sauvage. Les mecs arrivaient dans des endroits où ils n'avaient zéro autorisation de rien. Ils squattaient des endroits, ils prenaient des endroits. La première chose, c'était de trouver du courant et gratuit. On en a refait une au mois de septembre, qui a été la soirée qui a tout fait exploser sur Paris. Qui a valu presque le premier article dans la presse française, un article volé. Enfin, plus ou moins volé, au moins les photos étaient volées, puisqu'à l'époque on ne voulait pas qu'il y ait d'appareil photo ni de tout ça, on voulait que les gens soient libres de s'éclater comme ils l'entendent, sans qu'il y ait de traces et autres. Et donc on a eu un article de VSD qui n'était pas trop mal. C'était une révélation, parce que, comme je te dis, d'abord musicalement, c'était des DJ, des artistes qui nous emmenaient dans des endroits, dans des paysages où on n'avait jamais été. On s'est retrouvés à Champigny, grande fête, belle, réussie. Et à un certain moment, on voit une centaine de personnes habillées à la hippie, comme en 68, et qui dansaient comme des fous au son de la techno. C'était très beau de voir ces gens-là qui dansaient notre musique. À force de se côtoyer, se connaissent, et ça commence à faire des amitiés, des trucs, des machins, des soirées, des trucs. Ça fait une émulsion. Dans les années 88, 89, 90, votre période-là, très bien, parce que c'était pas le chiffre d'affaires qui comptait. C'était pas est-ce qu'on va gagner tant pour la caisse, est-ce qu'on va gagner tant pour le DJ. C'était vraiment un esprit familial. Hein, c'était pas clubbing. C'était un peu tous les possis. Si tu étais dans l'underground, bah, tu te retrouvais là où il y avait tous les gens de l'underground. C'est pour ça qu'on se connaît tous. Hein. Manu Katana qui organisait les trucs, c'était des bookings de DJ de toute l'Europe qui venaient, donc il ne s'agissait pas de plaisanter non plus quand tu avais 4 ou 5 000 personnes. C'est break down the walls, cassons les murs, cassons les cloisons entre les gens, entre les styles, entre les genres, entre les couleurs, entre les origines.
Voilà ce qu'on a fait. Oui, ça a tout décloisonné parce que tout était trop bien cloisonné. Les gens du rock allaient dans certains endroits, les autres ici. Là, il y a eu un moment de mélange et le mélange est toujours porteur de créativité. Je rajouterais qu'il n'y avait pas que le club de la cour de Louis XIV où tout le monde faisait le parfum, ceci, mais c'était pas vraiment le parfum et les crèmes et les machins, de quel vêtement on a mis, ceci, c'était ce clonage. Tu allais dans un club de rock, c'était le clonage. Tu voyais ces bonnes femmes du 16e, c'était le clonage. Tu allais dans les clubs homo, c'était le clonage. C'est des soirées où on était en totale liberté. Les gens se tenaient par la main, ils buvaient de l'eau. Les seuls qui pouvaient nous faire chier, c'était les flics à la rigueur, mais bon, les flics, ils y connaissaient rien encore à l'époque, enfin voilà. Le tunnel de la Défense, il l'a ouvert à coup de masse l'après-midi. Pour le soir même. donc voilà. Mais ça, c'était du pas de cash tout craché, quoi. Rendez-vous minuit. Tac, un type vient chercher 400 personnes d'un coup qui suivent ce type. Il disait rencard à minuit, par exemple, Pont de Neuilly ou Porte Dauphine. Et les gens appliquaient, ils faisaient une annonce sur Nova, différentes radios, différents, messageries. Qui se retrouvaient donc à minuit sans que personne ne sache où on allait, etc. Les mecs arrivaient, on venait les chercher, on les amenait à l'endroit qui était secret. Et quand Pat Cash arrivait, il faisait quand même une espèce d'aimant, tout le monde se précipitait sur lui. C'est un peu Pat qui a été précurseur de ces trucs. Vous venez, après on vous amène, on vous dit pas où c'est surprise. C'est Guéda qui m'appelle, qui me dit Albert, on fait une rêve, est-ce que tu veux participer avec nous? C'est la première, machin. On aime bien, en plus c'est bien parce que t'as une musique tellement différente de la nôtre que tu vas débuter toi, tu vas mettre tes trucs magiques, Balajo, et nous on arrivera après, on fera le... J'étais arrivé en premier moi en taxi, et le taxi il comprenait rien du tout, il m'avait déposé en plein milieu du tunnel. Et en fait, comme c'était un tunnel parallèle qui était en construction, il y avait encore les pelleteuses, la boue partout, vraiment les travaux. Donc j'arrive tout seul comme ça avec mes valises et je me dis, ils se foutent de ma gueule. Le Guetta, il doit être avec ses potes en train de se dire ah. Et en fait, d'un seul coup, je vois 2 camions, 2 phares qui arrivent, 4 phares qui arrivent de l'autre côté du tunnel. Le mec me dit bonjour, il ouvre, c'est la buvette, l'autre il ouvre son camion, c'est la sono. Et je peux te dire en une demi-heure, tout est installé. J'avais raté le rendez-vous, mais une fois que le rendez-vous était fait, comme il y avait un chemin humain, on arrivait à retrouver après l'endroit. Tu marchais. Je t'arrivais à pied, les gens erraient, en fait il y avait des trucs, ça descendait, puis tu passais par... Il y avait une espèce de trappe ou de truc, tu descendais comme dans les égouts, tu descendais à une échelle, il n'y avait rien, il n'y avait personne qui te guidait, et à ce moment-là il y avait une espèce de couloir où il n'y avait pas de lumière. Et là t'arrivais dans un tunnel de 500 à perte de vue, c'est-à-dire 500 mètres de long, 30 ou 40 mètres de large, 50 mètres de haut. Le tunnel était muré, et il y avait à la base de ce mur un trou. Pat Cash m'avait dit ouais, cherche un truc, machin. Je fais écoute, va voir les sous-sols de la Défense. Et c'est là qu'en fait lui, ne connaissant pas tout à fait l'entrée, avait trouvé l'entrée en fait donc par le pont de Neuilly. Il y avait un endroit où on pouvait passer à très peu, et effectivement, quand il y a plusieurs milliers de personnes qui devaient passer par cet endroit pour entrer là-dedans, ça prenait du temps. Je me souviens surtout à la Défense de la queue qu'il y avait pour passer dans une toute petite porte, et on était je sais pas combien, c'est vraiment au niveau de la sécurité, ça c'est des trucs que tu fais quand t'as 20 balles parce que tu le refais. On descendait 20 mètres, et c'était assez dangereux quoi. Ouais, en fait c'était le tunnel, donc la fête elle était au bout du tunnel, puis en fait c'était comme si on était dans une pièce infinie, il y avait un truc un peu Alice au pays des merveilles, un truc comme t'es déformé, parce que c'est comme si t'allais au bout de la pièce, et puis tu sais, tu voyais la fête qui devenait toute petite au fond là-bas. On s'est retrouvé à 5000 personnes qui dansaient dans les noirs de cette autoroute qui était en train d'être construite sous la Défense. Il y avait cette espèce de sono gigantesque qui déversait des tonnes et des tonnes de watts, principalement dans les basses. Et c'est la première fois que j'ai vu ces gens comme des abeilles accrochés aux caissons de basse.
comme s'ils étaient en train de bourdonner autour des caissons de basse. C'était la première fois que je voyais ça. Et surtout, je sais pas comment Pat faisait, mais il y avait vraiment du son énorme, énorme. Ils savaient très bien installer ça, très bien mettre en scène et utiliser les décibels jusqu'au dernier. Et le son, c'était pas du bon son. Non, bah non, c'était à l'arrache. Eh mon brother, c'était ça. Il y avait... Oui, voilà. Au niveau musical, c'était vraiment un mélange de hip-hop et de house, de funk. C'était pas acid house 100%. Et là, il y avait une sono, des murs de caissons basses, des machins. Il y avait Ariel Wiesman qui mixait d'ailleurs. J'avais fait un live avec Pat aussi là. Et t'avais, voilà, tout Paris. Juste tout Paris. Avec des rappeurs, des travelots, des fashion victimes, enfin, le mélange de population était génial. Après, Pat Cash a vu sa musique, il y avait aussi son clan, alors le clan Pat Cash, tous comme lui, quoi. C'est les Martiens qui débarquent, quoi. Tout le monde était là, les trashers, les banlieues, les purs voilà, les lascars de partout, parce que c'était un lascar, Pat Cash. Je me rappelle de l'arrivée de Litchi, qui était un trans assez connu qu'on voyait au Boy, qui arrivait dans son grand manteau de renard argenté, en body, enfin pratiquement à poil en dessous, et qui faisait une descente de l'escalier comme si c'était Madame Dietrich. Et tout ça sur la techno qui envoyait du bois. C'est marrant parce que les flics, ils ont tourné, parce qu'on l'a su après, là, ils ont tourné pendant 1 heure pour voir où c'était, quoi. Ils n'arrivaient pas à... C'est que le tunnel qui résonnait, la musique qui résonnait, il y avait des sacrés châteaux de baffes. Hein. Ils n'avaient pas une idée précise de ce que venaient faire ces gens, ils comprenaient absolument pas. Ils ont passé une tête et qu'ils ont vu des tas de gens qui s'étaient vraiment aventurés dans un chantier comme ça, d'une part, pour eux, ils ont vraiment jugé que c'était dangereux, mais ils ont tout de suite vu qu'ils pouvaient rien faire et pas arrêter du tout l'événement, quoi. Les flics arrivaient à 3h du matin, 4h du matin. Qui a organisé cette soirée? On ne sait pas, personne. Il faut faire évacuer, mais je vous en prie. Et là, il y avait 3000 freaks qui étaient hors de contrôle, quoi. Je sais pas comment il est tombé dans la techno à proprement dit. Début 90, il a plongé complètement dedans des 2 pieds, quoi. Comme d'habitude, à chaque fois dans chaque mouvement. Hein. Ce type avait une approche du swing, du groupe, en fait, comme je te l'expliquais à l'époque, la techno c'était bien punchi. Lui, avec le charlet, avec ses petits doigts, il réussissait à faire un groove incroyable en l'étant en ternaire, il faisait tic comme ça. Dès qu'il faisait un groove, c'était. Mais comment il fait? Pour moi, c'était une espèce d'être à part, parce qu'il avait compris non seulement avant beaucoup de monde la puissance de cette musique, mais qu'il en faisait à une époque où très peu de gens le faisaient. Il écoutait un truc, il en faisait la synthèse, et puis pouf, il faisait pareil, sinon mieux, quoi. En plus, il ramenait sa patte, justement, la patte cash. Il a fallu attendre des années, quelques années, pour retrouver l'équivalent de ce que faisait Pat Cash. C'est-à-dire que ce mec-là avait quand même, à mon avis, il a quand même juste un tout petit peu d'avance sur tout le monde. Et en plus, il était capable de faire plein de genres. Je fais du funk aussi, de la soul. Bon, je travaille sur des boîtes, des sampleurs, des trucs comme ça. Il a toujours été fan du progrès technique et technologique. Donc ça m'étonne pas qu'il ait flashé sur les premiers sons électroniques qu'il ait entendus, et d'ailleurs dès le hip-hop, puisqu'il avait monté les Proud Boys, un groupe de hip-hop, et il aimait bien ça aussi. Hein. Et on avait fait ça avec Pat, et Pat avait fait un t-shirt You Got to Be You. On prenait un plaisir à tourner en dérision tous les mecs qui se prenaient un peu au sérieux dans leur délire. Ces diverses galaxies n'avaient en commun qu'une volonté farouche de déjouer les règles d'un quotidien préétabli et de braver les interdits. Peut-être est-ce ça qui les unit, malgré la radicalité de la fin 80, où l'on pouvait en venir aux mains au nom d'un badge ou d'une divergence musicale. J'ai réussi à refaire comprendre à tout le monde que le rap existait encore, et que le rap avait évolué, et que le rap était vivace. Là, on a eu l'énergie brute de la banlieue de l'époque, de la fin des années 80, avec ce mouvement hip-hop qui était en train de naître.
coup, ça a créé une espèce d'émulation, terrain vague, et devenu le rendez-vous de tous ces gens-là. S'il y avait 200 personnes, c'était 200 activistes. Et c'était un mur très haut, 2,50 m, donc on avait creusé des marches dedans pour que les gens puissent accéder, et avec mon scooter qui était en dessous, de manière à ce que ça serve de première marche. Donc quand je retrouvais mon scooter, bon, la selle était un peu fatiguée, mais ça permettait d'accéder. Et après, derrière, il y avait 2 gars avec des Kangol qui demandaient les 2 francs qui étaient demandés pour entrer dans le terrain. Il y avait juste un rond de céramique d'une ancienne cuisine qui était là, et puis Dynasty qui posait ses platines, et les mecs qui breakaient, quoi. Et c'était pur wild style, vraiment. En plus, j'étais vraiment dans le cliché américain, parce que t'as le métro aérien qui passait au-dessus, t'avais un terrain vague où les mecs graffaient, c'était vraiment étonnant, quoi. Ouais, le terrain vague, oui, je m'en souviens super bien. Et là, à l'époque, c'était le tout début de la techno, hein, quand même. Hein. En même temps qu'il y a eu ça, c'était un peu... Ça se mélangeait, en fait. Il y a un côté qui était... Tout est possible, mais c'est très cloisonné. Et puis quand on arrive aux 90s, c'est genre, vas-y, il n'y a plus de cloison, et là, tout est explosé, et tu rends compte, tout se fait avec n'importe qui et n'importe comment. Je vais pour la première fois de ma vie à Radio Nova, j'arrive et on nous engage pour distribuer des prospectus. Et là, je me retrouve avec ce qui est devenu par la suite Malka Family, c'est-à-dire Joe Manix, Laurent Cohen et toute une bande de mecs. On a tout de suite été à Stalingrad, on a tout de suite rencontré Dynasty, on a tout de suite fait chez Roger. Donc c'est parallèle. On a fait une association, on s'est appelé les Frères Body and Soul. Et donc c'était les distributeurs de prospectus qu'on était à l'époque, plus Massadian. Dans l'année 87 où il y a chez Roger, il y avait des concerts de Malka. Il faisait partie du crew des frères Body and Soul. Donc, ouais, pas de cash, il était tout le temps là. Et le jour où on a fait chez Roger, on a dépassé la frontière parisienne, on a dépassé le périphérique. Les bandes de voyous étaient quand même assez sympas, même si on savait qu'ils étaient un peu redoutables, mais il y avait une forme de respect à l'intérieur du club parce que c'était aussi leur club. Ça leur était ouvert et il n'y avait pas que à l'intérieur. On avait gardé ce truc, donc pas de sélection, un prix toujours populaire, c'est-à-dire à l'époque c'était 40 francs je crois les soirées. Il fallait que l'espace nous ressemble l'espace d'une nuit. La spécificité de chez Roger, c'est qu'elle mélangeait les tribus. C'est-à-dire qu'il y avait les Zoulous, c'est-à-dire les idéalistes d'une culture hip-hop qui avait déjà un côté social et tout, qui existait déjà. Il y avait tous les jeunes mecs de banlieue qui commencent à être teasés par les survêtements et les premiers clips de rap et compagnie. Mais d'un autre côté, il y avait les branchés, les musiciens, les producteurs qui étaient un peu dans l'air du temps qui traînaient, quelques mecs de la fashion qui voulaient voir comment ça se passe. Effectivement, pendant un moment, on a vidé les bains-douches, parce que les gens des bains-douches venaient plutôt chez Roger, quoi. Je pense qu'on a créé cette zone et cette énergie et ce mouvement, et tous autant que nous sommes. Il y a un pouvoir, il faut un contre-pouvoir, et moi j'ai choisi mon camp. Je suis des rebelles, des fidèles, des résistants. Le truc du graphe, c'était ça, c'était t'arrivais dans le terrain et tu peignais ce que tu voulais. Une liberté, c'était de pouvoir aller dans la ville, aussi bien dans son côté supérieur que dans les katas. Alors là, du coup, c'est underground total. Et puis de fil en aiguille, voilà, on en arrive au squat. La nécessité d'avoir un espace pour pouvoir créer, etc. La friche urbaine, voilà, du truc abandonné, inexploité. Se réapproprier des endroits et les réutiliser, comme toutes les usines qu'il y a eu à Ivry, dans le nord, vers l'île Saint-Denis. C'était des cathédrales industrielles, et c'était ça qui était vraiment assez incroyable. La relation qu'on avait, c'est pendant que lui jouait, je peignais en mode convivial. De toute façon, c'était que des impros. La musique, c'était un moteur. L'énergie que ça donnait, qui moi me motivait aussi pour peindre. Et c'était un petit duplex qui devait faire, je sais pas, 35 mètres carrés au sol.
Et dans mon souvenir, tous les murs étaient en argent. Il se tire une croissant. Il avait repeint entièrement son appartement en argenté, mais en laissant absolument tout en place. Donc voilà, c'était comme si tu passais un coup de bombe ici, partout. Mais c'était toujours bien chez lui, c'était toujours propre, bien tenu. C'était un pur appart, ouais. Il avait son studio. Il avait que des machines qui étaient branchées, désossées, des trucs qu'il devait récupérer ou je sais pas, comme un mec qui trafique sa mobilette. Il avait toujours des appartements de dingue. Qui étaient, tu sais pas si c'était des squats ou si c'était... Il avait toujours des meufs de dingue. Ce qui t'étonnerait sans doute, c'est que ce sont des choses dont il ne se souvient même pas aujourd'hui. Déjà, comment est-ce qu'il a ses plans? C'était celui à qui toute porte est ouverte en fin de compte. Et c'est vrai qu'il avait des connexions partout. On décidait peut-être 2 jours avant, 3 jours avant qu'on allait faire un truc dans tel endroit. On s'assurait pas vraiment que ça allait vraiment exister ou quoi que ce soit. On savait pas où on allait avoir le sound system, qui allait mixer, comment on allait faire le bar ou quoi que ce soit. Les événements qu'il organisait étaient tellement puissants et sauvages et rien à foutre de rien que ça me plaisait. Ça me plaisait de faire le pirate à Paris, ça j'adorais. Dans la filature que tu vis des aventures en fait. On arrivait devant une espèce de palissade de chantier. Tac, on ouvrait la porte et là tout le monde se faufilait. Je me souviens surtout des arcades, un endroit gris. Ça faisait vraiment métallique, enfin gris, toi c'était du béton quoi, avec machine à fumer, on voyait pas grand chose. À une époque, le modèle de Pat c'était George Clinton, Funkadelic, etc. Et donc il avait vraiment une vraie cape de Funkadelic complètement. Et j'ai le souvenir de lui et moi, on arrive comme ça et moi je suis derrière lui et lui d'un seul coup il monte sur une bagnole avec sa cape comme ça et tout le monde fait waouh et veut le suivre. Il avait un truc comme une rockstar quoi, il avait un truc très féminin. Il savait qu'il avait du charme donc il jouait vachement avec. Pour moi c'est plutôt un dandy quoi, c'est le parfait dandy mais qui plaît vachement aux femmes. Très sexy. Les filles étaient assez amoureuses de lui, les mecs aussi je pense. Notre première rencontre ça a été où on s'est embrouillé en fait. Il était toujours en train d'organiser un truc mystérieux dans un grand appartement. Il avait trouvé toujours un endroit, il fallait pas trop le dire. Il donnait pas vraiment l'adresse, mais il donnait un indice pour trouver l'adresse. Comment est-ce qu'il a ce genre de plan-là? Comment est-ce qu'il est au courant qu'il y a des endroits désaffectés comme ça, qu'il investit de cette manière-là? Il faut quand même trouver des sonos, Moi, j'ai jamais su comment ce mec-là faisait. Il stockait des informations, des sites qu'il avait repérés, où il passait régulièrement pour voir si ça avait bougé, etc. Et c'était les prémices des premières ouvertures de squat. On était tout le temps strictement dans la rue. Donc on parcourait le territoire ensemble. On passait dans des fêtes, chez des gens, n'importe où, et peut-être qu'en 2 jours, on arrivait à parler à 20-30 personnes, quoi, en disant on fait une fête, rendez-vous à minuit à tel endroit. Pat Cash était à 18h, il allait à un cocktail pour la signature d'un livre d'un auteur new-yorkais underground qui était dans une librairie où il allait picoler du champagne et rencontrer 2-3 meufs. Après, à 8h, il allait voir la première partie d'un concert dans je sais pas quelle salle parce qu'il aimait bien le groupe de la première partie, il l'avait rencontré une fois à Berlin des années avant. À 22h, il allait dans tel resto parce qu'il y avait moyen de bouffer gratos parce que c'était la fête du chef restaurateur. À minuit, bon, il y avait rien à foutre, donc il allait traîner 1 heure au bain au début pour parler avec les serveurs parce que c'est ses potes, puis après il se barrait, il allait dans une rêve. C'était, voilà, ça circulait comme ça à l'époque. C'était le talent de Pat d'être toujours au bon endroit au bon moment. Plusieurs fois, dont par exemple au tunnel sous la Défense ou bien
sur la place de la Bastille pour descendre sous l'Opéra Bastille, les 30 personnes avaient convoqué 1000, quoi. On s'est retrouvés à minuit à Bastille ou à 11h30, et il y avait commencé à y avoir beaucoup de monde. Et Pat est arrivé avec un grand manteau en fourrure rose, je crois. Et donc tout le monde s'est mis à crier « Waouh, Pat, waouh !» C'était parti, quoi. Déjà la fête avait déjà commencé. Avant l'inauguration de l'Opéra Bastille, ils ont investi le 5e sous-sol du parking. Pareil, au 2e, 3e niveau des parkings, en chantier encore, machin. Il avait réussi à trouver un truc à se brancher, il a sauvé. Voilà, c'était la cour des miracles, quoi. Tu t'hallucinais. En plus, t'avais même pas, je sais pas, 2,50 m de plafond. C'était dans le noir. T'avais Charlie qui vendait des bières par terre. Les mecs, ils avaient été voir les gardiens du parking en disant « Oui, non, on fait un petit anniversaire, on va être 3 ou 4. » Il leur a filé « Mais tenez, prenez une bouteille de vodka, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. » Et puis là, t'as un coup des milliers de personnes en train de courir dans tous les sens, tout le monde allumé, en veux-tu, en voilà. Ah, c'était mémorable. Moi, je faisais payer la sortie. C'est surréaliste. C'était absolument génial. J'ai vu l'info par plutôt le réseau Nova, par des gens qui écoutaient Nova. Je pense que ça avait dû être annoncé. Et on avait été au point de rendez-vous et voilà, on avait suivi, on s'est retrouvés dans la fête. Enfin, c'était le délire total, quoi. C'était l'ère préhistorique du téléphone fixe, des répondeurs et premiers bebop. Le temps sacré du bouche à oreille. Pas de cash, on était le sésame. BPM et les radios initiées, les plaques tournantes de la résistance souterraine. À partir du moment où il y a eu une ou deux fêtes qui ont marché, qui ont attiré du monde, il y a eu un phénomène de bouche à oreille parce que la radio n'était pas encore aussi efficace à l'époque, qui a fait qu'il y a eu un phénomène d'entraînement. Toutes les années 90, il n'y avait pas de grand journal, il n'y avait pas d'autres radios, de chaînes de télé partout, il y avait, Canal+ est arrivé petit à petit, mais à un moment donné, quand des mecs intéressants venaient à Paris, ils venaient chez nous, c'est tout. Donc tous les jours, nous on faisait une émission de 6h à 20h, on recevait les mecs, c'était table ouverte, mais c'était comme si j'étais la marquise de Pompadour, ou j'en sais rien, pendant les années 90. J'ai rencontré tous les mecs. Il y avait juste des gens que tu connais qui te disent tel jour à tel endroit il se passera un truc, et c'était soit ça, c'était des infolines qui te donnaient 2 heures avant le samedi soir rendez-vous, c'était souvent à la Nation entre les colonnes machin, donc forcément peu de gens avaient accès. C'est pas de l'élitisme, moi c'est par hasard que je me suis retrouvé là-dedans, mais c'était comme ça. Avec Nova, avec Actuel, avec le fait d'être DJ, de bouger partout, oui, je me sentais vraiment à la fois capable d'être dans l'action et puis de la relayer médiatiquement. Ce que tu cherches dans un média, c'est qu'on t'ouvre la porte, que tu vois ce qui se passe derrière, tu vois, ou qu'on te tienne au courant de... Avant, il n'y avait que les surbranchés qui étaient au courant. Le projet du fanzine, c'est de parler d'une musique et d'un mouvement et d'une culture naissante et qui était ignoré ou mal interprété dans la presse, même presse musicale. Et c'était aussi pour parler des drogues et du plaisir qu'on pouvait en avoir et des problèmes qu'on pouvait en retirer. J'ai vendu plein d'Eden au Rex et dans des raves. Et on vendait dans les magasins de disques. Moi, j'étais au courant parce que tout passait par les magasins, pratiquement. Par les magasins, par la radio, FG. 98.2, c'est Rev Up en compagnie de Patrick Rognon. On n'était pas beaucoup, il y avait nous d'un côté, il y avait FG de l'autre qui était vraiment eux que sur la house et le clubbing, tu vois, un clubbing traditionnel. La première émission qu'a lancé et animé Patrick Rognon, c'était Rave Up, qui a eu plein d'horaires différents pendant des années. Rave Up de 21h jusqu'à minuit, voire 1h du matin, et avec ses invités, où le maître prenait la parole avec sa voix d'outre-tombe et donnait la sélection des rêves du soir. Que vous allez retrouver ce soir dans la partie Peace of Mind en compagnie des meilleurs DJ de la scène parisienne.
Et donc en quelques mois, nous avons lancé une programmation entièrement techno, profitant du vide qu'il y avait. Il y avait un manque d'animateurs, un manque de moyens. Et moi je me suis dit, tiens, faisons une expérience parce que c'est en train d'exploser dans tous les pays du monde et j'ai l'impression que c'est the next big thing. Je ne me suis pas trompé. La principale fonction de cette émission, c'était à la fois de passer des nouveautés, donc il venait souvent des disquaires avec qui il travaillait, BPM ou Bonus Beat avant, ou peut-être USA Import, enfin semble-t-il les disquaires parisiens fournissaient des maxis à la radio ou des nouveautés à Patrick Rognan, donc il passait un peu toutes ces nouveautés-là. Et puis il annonçait les soirées techno toute la semaine, ou les soirées house, alors parfois quelques soirées en club, et puis les rave parties du week-end. Pour tout renseignement sur toutes ces rêves de ce week-end, c'est le 3615 FG 982. Et pour ceux qui n'ont pas de Minitel, vous écoutez ce soir à partir de 18h Happy Hour avec Jean-Yves Leloup et Patrick Rognan. Le truc que tout le monde voulait écouter sur Nova, c'était les bons plans. On disait quoi faire le soir. Pendant des années, on s'est posé la question, mais comment ça se fait que ça marche tant? Parce que finalement, il n'y a pas tant de gens que ça dans les soirées par rapport à ce que les gens en parlent ou ont envie d'écouter. Et on se rendait compte que beaucoup de gens vivaient ces fêtes par procuration. C'est-à-dire de savoir quand tu rentrais du boulot que, ah ouais, ce soir, il y avait la ref de Pas de Cash, sans doute, on vous dirait, tu vois, fallait rendez-vous à tel endroit, ou on te dirait, fallait appeler tel numéro de téléphone, ou telle boîte vocale, ou aller là-bas, il y a quelqu'un qui vous réindiquera le truc. Les gens étaient contents de savoir que ça existait. On faisait vraiment de l'improvisation, il n'y avait rien qui était totalement préparé à l'avance parce qu'il y avait toujours des risques d'annulation, même par les autorités ou les intempéries. Donc tout était sérieusement improvisé. On ne pouvait jamais dire où c'était. C'est vrai que parfois tu avais des hordes de gens après qui marchaient, c'était assez surréaliste. Tu pouvais te retrouver avec plein de gens qui marchaient tout d'un coup sur le bord du périph' ou le bord des autoroutes. Il y avait un côté aléatoire qui était sans pitié. Et comme personne n'avait de portable, ben voilà. FG 98.2, la radio des Scotchés. J'étais à l'époque, à un moment tout seul, je faisais à la fois la réalisation technique et l'animation de cette émission. Et j'ai vu débarquer assez violemment dans le studio Pas de Cash. Il a fait une prise d'otage de Jean-Yves Leloup. Enfin, c'était sympathique. Ils ont déboulé à 4 dans les locaux, dans les studios. Je pense qu'ils ont dû même s'enfermer ou quelqu'un devait bloquer la porte. Et donc ils m'ont arraché le micro des mains, ils ont enlevé le disque vinyle qui était en train de tourner. Je connaissais Pas de Cash depuis l'époque punk. Et donc je m'attendais de sa part à ce qu'il y ait un peu de provocation et de happening comme ça. Il a voulu prendre le micro, parler lui-même comme il faisait une sorte de détournement, de hijacking de la radio. Il a dit bon, c'est une prise d'otage de l'antenne, j'en ai marre de votre musique. Et là il a mis son gros hardcore et racontait des conneries dans le micro. Il ne devait pas être tombé sur l'annonce de sa rave, et donc il était très mécontent, et il pensait qu'il était blacklisté, ou je ne sais pas très bien. Et son sbire est arrivé en me pointant, il a dit genre t'es foutu, ou vous êtes foutu, on va vous dénoncer, ou vous allez passer sur MCM. La police est venue et on l'a foutu dehors. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'annonce sur Radio FG était très importante pour tous les organisateurs de clubs. Je rappelle tout de même l'événement de ce week-end. C'est Phantom qui va organiser tout ça demain soir samedi. C'est à Issy-Plaine. Ça sera fléché à partir de la station du RERC Issy-Plaine. La rêve s'appelle Nostromo. Il y a un plateau tout à fait exceptionnel. Nous fantasmions nos fêtes. Voilà comment nous, on veut que ça soit, on a envie que ça soit comme ça, comme dans nos tripes. Une fête. Faisons-le. À un endroit, à un moment donné. Voilà. Un endroit, une seule fête, avec exactement comme ça, il n'y en aura pas deux comme ça sera celle-ci. Une fête, une performance, un lieu. On cherche un lieu, on va voir le fermier, il lui dit voilà, on aimerait bien louer votre champ pour faire un spectacle. Donc on lui loue son champ, on s'installe, chapiteau de cirque. Mais il faut voir le truc, on a 19 ans, on sait rien du tout.
et tout d'un coup la commission de sécurité débarque, une ribambelle de pompiers. Et pendant ce temps-là, tu te rappelles Radio Nova Vous connaissez pas les fantômes, vous, Edouard? La rave. Ils sont immatériels et ils organisent une rave après-demain. Radio Nova qui était à fond sur Paname à l'époque, et FG, les deux radios, ils envoyaient des annonces sur la teuf, et comme ils ont cru que c'était annulé parce que les mecs ont débarqué et tout, ils ont commencé à dire à tous les Parisiens, ah bah non, finalement c'est annulé. On a quand même réussi à leur dire, non, ça a quand même lieu. Et du coup, ils ont été obligés de redire les choses à l'envers. Et là, on s'est retrouvé submergé parce que du coup, tout le monde a fait, ah ouais, ça a quand même eu lieu. Donc tout le monde s'est précipité et on s'est retrouvé avec des marées de voitures qui sont arrivées, qui sont garées, mais sur tous les bleds, quoi. On arrive quand même à avoir 1000 personnes en pleine Cambrousse avec des navettes de cars qui partaient de la gare de Saint-Rémy, de la gare de Versailles. Donc vraiment toute la nuit, vraiment le truc improbable, ça marche direct. Timescape, la porte du temps, avec l'arrivée des fantômes et leurs fameux lasers. Parce qu'il y a aussi des faits techniques de l'époque qui étaient quand même la découverte du laser dans les soirées. Quand on n'avait jamais vu de laser et qu'on arrivait dans une soirée où il y avait des lasers qui étaient projetés avec ce son et tout, c'était quelque chose, une expérience assez hallucinante. Et donc nous, notre trip, c'était les lasers. Je les ai aidés, ouais, j'aurais filé des coups de main, bien. Enfin voilà, mais ça reste quand même les fantômes qui ont tout fait, oui, c'est eux qui ont tout fait. On était 11. 1 plus 1 égale 2, et 2 c'est le pluriel. C'est-à-dire que tout seul tu peux pas le faire, mais quand t'es nombreux tu peux. Il y avait Bastien, il y avait Gwen, il y avait toi, il y avait Yuri, il y avait moi, il y avait Corinne, il y avait toi. Il y avait toi, j'ai déjà dit. Oui. Il y avait Touta. Il y avait notre copain breton, à Barbe, génial. Le barbu. J'ai jamais su vraiment qui était précisément cette équipe-là. L'esprit fantôme, c'était de donner. Donc nous, on faisait pas ça pour les sous, mais on en a perdu pas mal. Donc on a enchaîné une deuxième soirée. Donc là, on s'est dit qu'il fallait faire bouger tout ça. On a proposé une soirée en Bretagne. Et on s'est retrouvés dans un parc pour enfants. Enfin, c'était un truc complètement magique avec les lasers dans toute la forêt. On est passé de notre 120-130 BPM à un 140 BPM minimum à 8h, 9h du matin. Ce qui était pour nous assez rapide et une découverte au niveau de la rythmique et de la danse. D'habitude, ton corps est très fatigué à ce moment-là. Et là, tout d'un coup, on était parti dans un... Elle est montée à 200 BPM. Et ça a été une révélation au niveau de la transe du tempo. Voilà. On était passé à un tempo au-dessus. Donc on s'est encore vautré, on a perdu beaucoup d'argent, mais nous avons rencontré une personne qui faisait les services de sécurité et qui nous a proposé de financer notre soirée suivante parce qu'il a senti qu'il y avait une capacité, enfin qu'on pouvait faire des soirées. Et ils organisent une rave après-demain. Ça s'appelle Spasme, ça risque vraiment d'être parkinsonien comme ambiance. On va tous s'éclater, c'est un vrai vaisseau spatial. Nous avons investi un entrepôt énorme, 10 000 m², avec au milieu une espèce de portique comme ça tout le long. Un portique en métal, c'était très industriel, très long, un tube comme ça. Et là, on a mis 40 000 watts de solo, un truc énorme. On a un pont qui s'ouvre devant nous. Quand on a FG, qui normalement, FG Radio Nova, qui quand ils font des jingles, c'est des choses que tu dois payer pour passer ton jingle. Nous, il y avait une telle énergie positive et le jingle était tellement original qu'il le passait gratuit. Et là, il y a eu une identité. Nous, on était basé autour de la science-fiction, donc autour des vaisseaux. C'était ça qui nous intéressait, c'était le côté cosmique dans cette musique. Le côté, on peut décoller par la transe, on peut quitter ce quotidien.
Fantôme à bord du Nostromo. Je dois me rendre à Paris, station orbitale. J'amène Blake Baxter, Juan Atkins, United Kingdom, Juan Trek, Rock, Père, Moebius. Notre cargaison est top secrète. De la station RER des Ciplaines. Nous souhaitons la bienvenue au capitaine Fantôme et à tout l'équipage du Nostromo. La rêve Nostromo, donc du nom de ce vaisseau dans Alien, était organisé par les Fantômes, donc qui ont été des organisateurs sans doute les plus inspirés de l'époque, des jeunes gens de l'époque, qui ont organisé une énorme rêve dans, je crois que c'était une usine désaffectée à Issy-les-Moulineaux, où il y avait plein de gens. La rêve qu'ils ont faite sur le thème de Moebius, enfin le flyer a été fait par Moebius, avec un show lumière et laser fait avec Moebius sur une scène qui était en suspension au-dessus d'une énorme fosse. Donc les artistes étaient un peu suspendus. Et en dessous d'eux, il y avait vraiment un énorme cratère. Et donc on voyait par reflet le cratère et les gens dansaient devant ce cratère, quoi, dans un hangar énorme. Le Nostromo, c'est un peu l'apothéose de la rêve. Ça s'est accéléré dans cet hiver 91-92 avec Cosmos Fact, Luc Bertagnol, Eric Napora, Invaders, Bernard. Les Fantômes, bon, pas de cash qui était dans son coin, et tout un pack d'organisateurs. 92 et 93 sont les années les plus hallucinantes. Il était très difficile de prévoir ce qui allait se passer. Tout le monde voulait organiser des fêtes, tout le monde voulait être DJ. C'était un bordel très, très intéressant. Wave Up sur FG 94.4, une émission à l'occasion de la Rêve Wave the Best organisée par Wave Age. Ce qui faisait le côté très très convivial de ces premières soirées, c'est que c'était quand même des gens qui avaient quand même des liens entre eux quoi qu'il arrive. Ça a été toutes les premières vraies rêves extraordinaires, c'était Bernard. Il y avait une ambiance, il sait recevoir. C'était en 92, c'était Ivry-sur-Seine, la SAT. Et là, on devait faire un son de système le vendredi soir. Il l'a annulé. Il y a des gens qui sont venus et qui ont écrit Invader sur la porte. Et j'ai trouvé que ça correspondait super. Et j'ai dit, bah, c'est très bien, c'est mon nom. L'objectif quand même, c'était qu'il y ait les rêveurs, ils disaient le vendredi, le samedi, avec une teuf. Donc tant que ça n'a pas été le cas, on a œuvré pour qu'il y ait tous les week-ends quelque chose. J'aimais beaucoup ces soirées rêves, tout simplement, tous ces autres trucs, ça changeait de ces clubs. On avait déjà eu dans les années 70, et il faut savoir s'arrêter à un moment ou à un autre, et j'ai toujours dit... En plus, on vient du milieu gay, donc voilà. La culture club, on n'a connu que ça. Je me suis fait tout le Palace, les bains, tous les clubs de Fabrice et Maher, donc franchement, on se disait enfin quelque chose de nouveau, même un entrepôt fera l'affaire. Effectivement, il y avait une sensation de communauté, certains l'appelaient House Nation par exemple. Cette notion de communauté désignait des gens qui avaient compris que là il se passait quelque chose d'important, que c'était vraiment une musique qui balayait tout sur son passage. C'est un échappatoire à la réalité, quoi. Et ça, moi j'avais monté un club, je voulais que ça soit comme un chœur. Ça s'arrête jamais. Que quelqu'un qui est pas bien, il vient là et il sait qu'il y a de la chaleur humaine, qu'on est là pour l'accueillir, qu'il peut se reposer sur nous. Voilà. Je peux dire que j'ai connu tous les organisateurs de rêves des années 90, qui étaient tous des gens porteurs d'utopie et de vision, d'une vision très underground. Pour la plupart n'ont jamais fait un métier par la suite. On pourrait dire que les professionnels de la musique sont arrivés plutôt au mi-temps des années 90. Tous ces organisateurs, voilà, c'était des gens un peu illuminés, visionnaires, underground, alternatifs, qui organisaient leurs soirées de manière plus ou moins professionnelle, plus ou moins réussie, mais avec une forme de ferveur. Je les ai tous connus
sauf Pat Cash qui reste un des pionniers méconnus ou oubliés ou fantomatiques. Et donc ma seule rencontre a été un peu violente. On va dire il y avait quand même beaucoup de produits à cette époque-là. Et quand je dis beaucoup de produits, lui faisait quand même partie de ceux qui étaient dans une certaine forme d'excès. Quand tu suis un personnage comme ça, même de loin, c'est-à-dire que même quand tu suis, c'est-à-dire il n'y a pas de Cash qui fait un truc et t'y vas, comme c'est des gens très visionnaires, très qui ont une énergie hors norme, qui dépasse un peu, je sais pas vraiment comment il fonctionnait, mais en tout cas c'était quelqu'un qui était tout le temps en train, encore une fois, de créer des mouvements de façon spontanée, je pense, et inconsciente peut-être. Et du coup, toi-même, tu découvres des choses auxquelles tu n'aurais pas accès si tu restais chez toi, ou que tu attendais qu'on t'appelle, tu vois. C'est des fois, je trouve, dans la filature que tu vis des aventures. D'une certaine manière, il y a un maître de cérémonie, mais des fois qui n'est même pas désigné comme tel, ou qui n'est pas, par exemple, Pat Cash, il a un peu cette espèce de truc-là où il réunit les gens autour de lui. Il y a une force un peu magique et un peu mystique, et les gens peuvent trouver ça ridicule, ce que je vais dire, mais dans la nuit, dans la fête, dans le fait d'être avec des gens, de partager l'amour que tu as pour une certaine musique, pour quelque chose qui est underground, qui est marginal. La rêve n'a rien inventé. La rêve a juste remis au goût du jour la trance. La trance, la répétition qui fait qu'au bout d'un moment, cette répétition te fait perdre l'esprit et tu rentres dans une transe, tu rentres dans un autre état de conscience. Mais ici, avec l'environnement urbain, l'entassement incroyable des gens dans les salles, la déco qui n'était que moyennement apparente, le son approximatif, je n'ai pas vu de réel chamanisme, heureusement pour tout le monde. Hein. Imagine que les gens rentrent en transe, on finissait tous aux urgences. Hein. Non, et puis le côté mystique, ça c'est peut-être mon côté punk qui va parler, mais je pense que c'est de la foutaise. La spécialisation va arriver au moment où tout le monde commence à connaître cette musique. La spécialisation a tué le mouvement dans sa folie créative. On n'est jamais à l'abri du succès, tu vois. Creatures, demons, and tombs, midgets, skeletons, imposters, white trash, weirdos, humanoids, erasers, exorcists, necros. J'ai des beaux souvenirs d'un truc sur le canal de l'Ourcq, je crois que c'était à Pantin, c'était en plein air, c'était tout près de l'eau. Et c'était dans une ancienne une structure métallique découverte, quoi, tu vois, genre un port autonome. Tout le monde s'est jeté à l'eau, les gens ont nagé dans le canal et tout ça. Et il a plu, ça dansait sous la pluie, c'était assez étonnant. Il y avait presque personne qui était vraiment DJ, quoi. Il avait tout organisé, fait le truc, on arrivait, et puis il avait dit, ouais, on mettra la musique. Et en fait, il y avait plein de gens qui étaient venus, on pensait qu'il y aurait 100 personnes, et puis d'un seul coup, il y avait 500 ou je sais pas combien de personnes. J'ai ce souvenir d'avoir une discussion là-bas avec Thierry Lhermitte, qui était là aussi. Donc vraiment, ça brassait des gens très différents. Tout d'un coup, il y avait Thierry Lhermitte, on était dans une espèce de rêve et tout, qui était là avec 3 personnes qui étaient venues voir, c'était surréaliste. On a fait une rêve à Ivry-sur-Seine, où ça s'est passé un peu bizarrement. Et en même temps, il y avait FG qui faisait une fête à l'abbaye. Samedi, vu qu'il y avait la fête FG de l'autre côté, et le dimanche, il n'y avait personne. Et on a eu la meilleure musique que j'ai jamais entendue de ma vie ce jour-là. Il y avait Lisa et Elias, Manu le Malin, il y a eu... Mais oui, tout le monde est venu, sachant qu'il y avait des platines et tout ça, tout le monde est venu. Il avait fait un mur de son monstrueux. C'était un mur, il y avait des châteaux, des enceintes genre de 2 mètres de haut, et il y en avait sur 20 mètres. Turbo basse dans ta face, comme aurait dit Pat. Beaucoup de gens, je pense, le connaissent
de nom, de rayonnement, d'aura, de tout, tu vois. Très peu de gens l'ont côtoyé vraiment de près, parce que c'était juste quelqu'un de totalement... une sauvagerie incroyable, en fait, non ? Pat Cash, il avait un côté comme Bizot, rien à voir, mais ils avaient cette espèce d'humanité qui les permet d'affronter n'importe quelle situation et n'importe quoi. C'est-à-dire que le comportement que pouvait avoir Pat Cash te ferait te faire casser la gueule dans les 3/4 des endroits, quoi. Et lui y arrivait. Total, en fait. C'est-à-dire qu'il méprisait complètement, en même temps, tout ce milieu, toute cette parisianisme, ce machin, et dès qu'il avait l'occasion d'être dans des grands événements, comme par exemple, tu vois, la Villette, le machin, la fête des clans, je sais pas, je crois que son live, tu vois, tout le monde l'attendait, mais tout le monde le redoutait, parce que cette femme, quand il faisait des lives, laisse tomber, ça pouvait partir, laisse tomber, puis oui, je casser le matériel, tout, je te dis, ça devenait totalement imprévisible et sauvage. Il pouvait provoquer les mecs du hip-hop d'une façon incroyable, aller habiller dans des façons totalement gays dans une soirée hip-hop. Jamais les mecs l'auraient accepté parce que c'était pas de cash, ça pouvait être acceptable, quoi, quelque part. En le connaissant que comme ça, il y avait peut-être un défaut de crédibilité parce qu'il y avait tellement de projets en route que finalement tu dis non, surtout pas avec lui parce qu'on n'aboutira jamais, ou que ça va nous amener des problèmes. Pat, il lui arrivait d'un seul coup de dire ah bah on fait un truc à tel endroit, puis l'oublier. Alors ça pouvait arriver, même je pense que c'est arrivé plusieurs fois qu'il donne des rendez-vous et qu'il se passe rien là-bas, quoi. C'était assez courant, hein. Les soirées où il n'y a rien, quoi. Ou alors on cherche 2 heures, où c'est, puis tu trouves jamais, quoi. Ils ont vu qu'on avait des thunes, ils vont s'occuper de nous. Maintenant on va voir c'est quoi le résultat. On avait l'impression d'être un peu séquestré ou pas séquestré par lui avec son videur. Il avait toujours un videur avec lui pour le protéger parce qu'il avait peur qu'on lui fasse du mal. Place des Vosges. Ah ouais, c'était beau ça. Ça, c'était quand même pas mal de trouver un hôtel particulier, place des Vosges, réussir à organiser le truc sans que les mecs s'en aperçoivent. Une dame très riche qui était partie en week-end et ils avaient ouvert la maison. C'était une maison où elle n'habitait pas vraiment, mais je crois qu'elle n'était pas là. Ils avaient vu qu'elle n'était pas là, en tout cas. Bien sûr, il invite tout le monde. Au lieu d'inviter 200 personnes, il en invite 800 ou 1000. J'invite un mec du consul que je connaissais bien. Ils étaient 3 diplomates, complètement. Et je leur dis, voilà, il y a une super soirée. Comme ils traînaient un peu parfois dans mes soirées, ils sont confiance, ok, en place des Vosges. Et on arrive, on monte les escaliers, et là, on entend pam. Je regarde par la fenêtre, je vois 2 camions de CRS. On savait très bien qu'on n'allait pas tenir le lieu des heures et des heures et que ça n'allait pas finir le lendemain. À l'autre, il me regarde, le diplôme me dit « Ah ben génial, vous avez invité les CRS aussi, c'est une belle soirée. » J'ai dit « Non, je pense que là, on va partir. » Là, ça s'est carrément fini en échauffourée, où tout le monde courait place des Vosges, s'enfuyait parce qu'il y a les flics qui arrivaient. Et je vois un Pat Cash qui gesticule comme ça, par la fenêtre. Et en fait, je vois les CRS qui le prennent. Là, on aurait dit un film. Qu'ils le prennent par le veston et qu'ils l'emmènent dans le camion. Et là, c'est la dernière fois que j'ai entendu parler. J'ai plus revu après. Charlie et Pat, ils n'avaient pas envie d'être confinés au hip-hop, ils n'avaient pas être confinés à la techno. Ils avaient tout le temps envie que quand on leur dit bah toi t'es ça, ils sont encore autre chose, quoi. Et ça leur donnait une dimension de escapiste, c'est-à-dire de fuite tout le temps. Et ça donnait vachement d'intensité au quotidien. La plupart des rencontres ont effectivement intensifié le quotidien. Certaines entrevues manquées n'en ont été que meilleures une fois réalisées. L'enquête s'est déroulée comme un tapis volant soyeux, avec parfois des loupés dans les loopings. Oublié des livres de l'histoire officielle de la contre-culture et de la techno, ce film vous est dédié, directement ou pas. Quand la foule devient une masse humaine, une marée humaine,
et elle fait un peu peur. C'est plus des gens, c'est plein de textes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas à l'abri. Qui poussent et qui veulent rentrer, et qui deviennent agressifs. Et, puis même, et on est content d'être derrière des molosses avec des chiens en se disant oh, s'ils se mettent tous à pousser, on est mort. Entre 91 et 93, voilà, ça c'est vraiment l'âge d'or. Et après, ça commence à être un peu récupéré par les médias, par des organisations qui pensent qu'à faire du fric, qui mettent des logos partout. Et c'est ces logos partout qui vont tuer l'underground quelque part, parce que c'est ces gens-là qui ont des fonds, qui peuvent avoir loué des salles beaucoup plus chères, et ils ont du crédit parce qu'ils sont subventionnés ou sponsorisés. À partir du moment où ça devenait d'énormes fêtes de 5000 personnes qui n'étaient pas toujours merveilleusement bien organisées et que donc les gens faisaient beaucoup d'argent, il était normal qu'il y ait un retour. La génération de Bertagnol, ou jusqu'à même Pas de Cash, et même FFF, cette génération-là encore, donc jusqu'aux années 90, mais la démarche était très do-it-yourself. Après, on passe à une démarche qui est plus du tout do-it-yourself, qui est totalement calculée. Ça a été une foire d'empoigne, oui, moi je me suis bien amusé. Radio FG leur a annoncé la couleur, ben maintenant vous allez payer le triple et officiellement. Ose, le préfet de la Marne a prétexté le passage d'une étape du Tour de France pour annuler Ose, parce qu'il n'avait pas assez de moyens. Et donc, s'en est suivi peut-être la première manifestation techno. Les autorités ont tout fait aussi pour que ça ne se développe pas. Dès qu'on a vu qu'ils emprisonnaient des gens, on a arrêté. Puisqu'il y a quand même quelques organisateurs qui ont passé de très longues gardes à vue. FG était complètement investi dans Ose, on était partenaire du truc, donc oui, évidemment, on était complètement touchés, et ça a été un des points marquants du début de la diabolisation. Voilà, qui est monté crescendo jusqu'à 95. 95 avec Charles Pasqua, et la circulaire de l'organisme qui gère la lutte contre les stupéfiants. Ils avaient fait une circulaire règle des situations à haut risque. Donc un haut risque, dans la terminologie du ministère de l'Intérieur, c'est un tremblement de terre, un tsunami, donc c'est vraiment un phénomène très grave. C'est la législation française sur la consommation des stupéfiants, qui est une des plus lourdes d'Europe, associée à une législation sur l'organisation des festivals, qui est très lourde aussi. Donc ils avaient plein d'outils pour dire que non, trop de risques. On était en pleine réunion de direction, et on frappe à la porte. Des agents de police en civil, ils montrent leur carte, perquisition. Donc c'était au motif de complicité passive de trafic de drogue. C'est-à-dire que le fait d'annoncer l'événement où il y a eu cette transaction de drogue, nous rendait coupables. Henri Morel de la radio est convoqué directement chez le ministre de l'Intérieur, ainsi que Bizot et Serge Julie, et là, ça ne rigole plus. Et donc on était 3 médias impliqués, il y avait Radio Nova, Libération et nous. Tous les principes de précaution, de mise en danger d'autrui, de mise à la disposition d'un local servant à la consommation et à la vente de stupéfiants, enfin, ils ont une série d'articles pour enterrer tout ça au plus vite. Bon, ça c'est de la politique, mais ça n'a pas eu lieu qu'en France. En Angleterre, la répression a été plus dure. Parce qu'eux arrivaient déjà, ils étaient boycottés d'Angleterre. Au même moment, il y avait toutes ces fêtes-là, que les mecs se faisaient annuler. Ils arrivaient à l'arrache, de toute façon, ils ne pouvaient pas les virer parce qu'ils vivaient dans leur bus et ils organisaient des fêtes là où ils vivaient. Les free parties sont arrivés, donc ça a renoué. Donc ça a renoué avec la rêve de 88 qui n'était pas institutionnelle, quoi. Les Anglais en ombre chinoise, tu vois. J'ai eu l'impression qu'ils étaient tous dans un espèce de souffle commun, tu vois, comme s'ils étaient dans
dans un battement de cœur, mais le moteur des camions, les chiens, les hommes, la musique, et tout était coordonné, tu vois. J'avais senti une espèce d'harmonie, puis ça m'a happé. Il faut voir l'énergie de faire une fête comme ça, pour ne rien gagner. Dans la nuit, il y a une petite ville qui se construit. Au bout de 3 jours, il ne reste plus rien, quoi, puisque de toute façon, on défait tout, on s'en va. Investir un lieu qui n'est pas dédié à la fête, c'est pas le recycler, c'est le décycler. Les fêtes dans les champs avec 50 000 personnes, avec 100 sons différents qui après se regroupent pour en faire qu'un énorme. Ça, c'est de toute façon le Technival, c'est l'aboutissement de la branche underground. On nous a qualifiés de hardcore, mais bon, c'était la vie qui était hardcore. Vivre sur la route, c'est dur, hein. Tous les jours, il fallait trouver à manger, tous les jours se taper les flics, tous les jours, je veux dire, on ressemblait à des gitans, quoi. T'as vu comment sont traités les gitans, ben on était traités pareil. C'est détourné par des mecs qui n'avaient aucune de ces valeurs justement de lutte qu'on pouvait avoir ou de création artistique et autres, donc des mecs qui ont juste senti putain mais il y a du fric à se faire. Et du coup il y avait plus cette espèce de fraîcheur du fruit nouveau, c'est devenu un courant global. Et là, les boîtes de nuit ont récupéré le truc et donc c'est en quelques années ça a disparu, quoi. Ça a été très difficile de maintenir le bon esprit des premières réunions qui n'excédaient pas 800 personnes dans des choses d'une telle échelle. Et musicalement parlant, on voit très bien l'évolution. Entre 88 et 92, 93, c'est très 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 intéressant. Et après, c'est des lignes de boom boom, zing boom et une basse pendant des heures et quelques variantes. Pour ceux qui ne prennent pas de drogue, c'est d'un ennui mortel. Il y a la mafia qui a vite vu que pour réunir entre 1000 et 2000 mecs, il suffisait d'avoir 3-4 DJ, un peu de son, et que, faut pas se le cacher, ces 1000 milliers de personnes consommaient de l'ecstasy. Leur but, il a été simplement de gagner du pognon. Le fait que les gens fassent la fête, c'est louche, ça reste toujours louche. Ils ont été obligés de créer quand même des brigades anti-rêve avec une vraie cellule, avec un espèce de QG de crise pour venir à bout de cette inflation de fêtes sauvages. Et on était quand même mal vus. Parce que tous les bruits couraient, de viol, de drogue, pas que les drogues, d'alcoolique, d'inceste et de je ne sais pas quoi. Tous les mauvais mots étaient sur nous. On a commencé à 500, à la fin on finit à 40 000. Je veux dire, c'est tout ça qui va plus en boîte, hein. Nous, Monsieur Mariani qui a fait la loi, c'est qui Monsieur Mariani? C'était le chef des boîtes de nuit de région PACA. Franchement, on se fout pas de notre gueule. Tout est politique. Dans certains pays, ils ont fini en apothéose en créant des fêtes qui ramènent 30-40 000 personnes. En France, il n'y en a qu'une seule, elle est en Bretagne. Et il a fallu d'ailleurs que l'organisateur ait l'aide de gens comme le producteur de Johnny Hallyday, des élus locaux, pour pouvoir tenir, parce qu'il a été combattu très sérieusement. La police a mis du temps à percuter sur ce qui se passait, mais effectivement, il y a aussi ce marché qui s'est développé. Et qui fait que, forcément, il devait y avoir un contrôle sur cette situation qui était out of control au départ. Et ce départ, il a duré entre 88 et 93. 94, déjà, c'est la fin. C'est là où officiellement l'histoire a commencé. Sauf que l'histoire était déjà finie en fait. La nuit des clans, c'était cette soirée organisée par Clan Campbell et pareil, et qui avait, où le délire c'était une soirée, évidemment c'est des soirées fric promo là où les mecs ont du fric à dépenser pour la promo d'une marque à la con. C'était les clans, ils avaient fait une douzaine de clans parisiens. Donc t'avais les Best Beige, les machins, le Cacas Club, t'avais tout un tas de trucs, les ragamuffins, les hip-hop. Et Pat Cash, lui, représentait, alors je sais plus trop quoi, les technoïdes, machin. Pat Cash, c'était le clan des biochimistes mononucléaires. Il connaissait, il avait ses réseaux, le Cacas Club, le Bec BD d'un côté, Ariel Wiesman qui avait un autre.
J'ai vu des gens se mettre des races comme j'avais rarement vu ça. L'alcool était gratuit. Je me demande même d'ailleurs comment est-ce que ça n'a pas terminé, genre en orgie romaine. J'ai passé la soirée à servir des verres comme ça. Et c'était génial. Moi j'ai tout vu du bar, mais c'était un bazar pas possible. Et il y avait tout Paris, toutes les tribus de Paris quoi, qui étaient là. J'allais pas à la nuit des clans parce que je savais ce que j'allais trouver, ça me correspondait pas. Quelqu'un comme Pat qui organisait des événements colossaux avec plusieurs milliers de personnes et qui était hyper suivi. Les mecs voulaient aussi le récupérer. Et lui, il les récupérait à sa façon. On reste quand même un peu dans un establishment. Ça voulait rien dire de particulier, tout ça. C'était des choses un peu événementielles, quoi. Il ne collait pas avec l'esprit de nos soirées, parce que surtout il était associé à cette espèce d'une marque, de pub. Ça a été la coupure, le moment où la fête a, je dirais pas disparu, mais voilà, ça a été le glas, pour moi, la fin d'une époque, d'une belle époque. Après ces soirées du clan, on va appeler ça comme ça, ce garçon a disparu de la scène et de la scène émergente qui est arrivée. Et donc voilà, après nous n'avons plus entendu parler de lui. Je me rappelle pas quand il a disparu. Tu vois, le vrai truc, c'est que voilà, c'était le personnage qui était là, qui était omniprésent et tout ça, et puis un jour il a disparu. Tu vois, c'est le mythe Pat Cash. Ça devait être dans les années 89-90. Moi, je l'ai pas vu depuis. Hein. Il me semble que ça va être dans la troisième moitié des années 90. 91, je crois. Voilà. Bah, quand il a arrêté de faire des soirées, quoi. Je pourrais pas te dire exactement parce que ça se perd dans la nuit des temps. Et pas que des temps. Je passais à la maison un soir, j'ai senti qu'il n'était pas comme d'habitude. Il était peut-être moins détendu, ou peut-être il avait emprunté un autre personnage. Il a disparu à un moment, Pat Cash, il a complètement disparu. Ben, je crois qu'avant de disparaître complètement, il disparaissait de temps en temps. Qu'est-ce qu'il est devenu, le mec? C'est un mystère. J'ai pas la pièce là. Tant qu'on s'éclate, on continue. Les dernières fêtes, on lui avait confié le palace, à un moment donné, pas la gestion du palace, mais d'organiser des soirées au palace. Mais déjà, il était en train de changer de truc. Il tournait la page. Comme David Bowie quand il a tué Ziggy Stardust, à un moment, Pat, il a tué Pat Cash, forcément. Il a coupé les ponts et puis il avait besoin de ça, de se ressourcer. Il était allé tellement loin dans le trash et dans le délire que voilà, faut remettre le curseur à peu près à zéro et puis après l'amener ailleurs où tu veux. Il fallait choisir, c'était ou survivre ou vivre un petit peu, quoi, tu vois. Pendant un moment, j'ai pas su où il était. En fait, je sais où il est. Enfin, je crois savoir où il est. Non ? Je me trompe ? Dans les années 90, un jour on m'a proposé d'aller faire le DJ en Israël. Et quelqu'un me dit, ouais, non, mais un des organisateurs de la soirée où tu vas jouer, c'est Charlie, le frère de Pat et tout. Je dis, génial. À Tel Aviv, ouais, il avait une espèce de... Je crois qu'il y a une boîte de nuit qui lui a demandé d'organiser des soirées. Charlie me fait croire pendant plusieurs jours que je vais voir Pat Cash. Il m'avait expliqué qu'il organisait des techno-parties dans les synagogues. Et il me trimballe un peu partout, on me fait visiter les trucs, puis j'étais là, non mais attends, il peut pas pendant la semaine, pendant le truc, et finalement j'ai jamais vu Pat Cash. Il était un peu tellement imprévisible ou capable de certaines choses que voilà, c'est la tournure qu'ont pris les choses pour lui à ce moment-là. Alors j'ai appris par Dan, un des potes qui était dans le voyage après, que à l'époque il étudiait dans une école religieuse. Ça me fait penser au secrétaire de Jean-Paul Sartre. Et qu'ils avaient demandé un droit de visite et qu'on lui avait expliqué que c'était encore trop tôt pour Pat et qu'à ce moment-là, il voulait pas ou c'était pas le moment de rencontrer des gens liés à son histoire parisienne. C'est-à-dire que tu vois deux hommes comme ça, Benny Lévy, Pat Cash, qui ont retourné, mais qui sont passés d'un truc de l'existentialisme à l'orthodoxie. Et quelque part, Pat Cash, c'était un existentialiste. Quand il parle de sa métamorphose, il dit que
En fait, il a fait quelque chose qui était pour lui un acte, il a fait des choses qui étaient un acte d'inscription dans la société, de révolte et de recherche personnelle. Et puis au bout d'un moment, ça n'a plus eu d'intérêt parce que c'était devenu commercial et banal et ce en quoi il a raison. Beaucoup de gens ont eu du mal à imaginer cette espèce de bascule. C'était de toute façon quelqu'un qui avait besoin de renouvellement perpétuel. On m'avait dit qu'il était personne d'Israël et qu'il était devenu rabbin. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Il avait quand même déjà quelque chose de très fort, de presque mystique quoi, dans son attitude. Bouger les foules quoi. Puis organiser des trucs complètement décalés, c'était un peu un Moïse local quoi. Il était irrésolu et on ne pouvait pas l'enfermer. Et il avait sa loi quoi. Là, il s'est mis à étudier, et puis c'est un flash. Quand tu commences à étudier, que ce soit la littérature ou que ce soit la spiritualité ou quoi, tu ouvres des portes qui sont tellement vastes et qui amènent ta réflexion à un autre niveau que ça la remplit. Cet univers-là, c'est une zone autonome temporaire. Et c'est peut-être l'expression même de ce qu'il cherchait dans l'underground depuis toujours. Je pense qu'il a tourné la page clairement, mais il n'y a pas de... Il ne renie pas cette période. Alors. Puis il est venu ici, et bien qu'il soit looké comme un rabbin, ça parlait verlan, et c'était toujours pareil, quoi. C'est la même. Il n'y a pas de... C'est pas des trucs qui sont dissociés, c'est des trucs qui se juxtaposent. Il avait fait la prière pour le mariage de son frère, mais alors comme un Cosmic Wurst, avec le micro comme ça, hommage à son frère, avec la barbe et le chapeau et tout ça. Donc il était, comment il y avait le rabbin au Far West et il y avait un Cosmic Wurst chez les rabbins, quoi. Je suis le batteur des Cosmic Wurst. Alors je vais vous faire une démonstration de batterie. Alors voilà, ça s'appelle Elastic et c'est du hardcore. D'accord? Batterie. 1, 2, 3, 4. Pour retrouver Pas de Cash, il a fallu rejouer le mix si particulier du crossover de l'époque. Passer d'une galaxie à l'autre, enquêter. Tonton, ben oui, te voir de visu, que je puisse te toucher et tout. D'être bien sûr que c'est toi. Je sens que t'as le sourire quand tu parles. Ouais. Ouais, grave. Écoute, grave, Inch'Allah. Ouais, absolument. Il y a sûrement un truc à faire, à mon avis. Quand même, pour célébrer, voilà, imaginer un délire artistique et musical. Nous aussi, Pat, nous aussi, Ouais. on t'embrasse. Ouais, grave. Hein. À bientôt, porte-toi bien. Embrasse la famille, embrasse Charlie. Hein. Embrasse Charlie. C'est un trip, c'est trippant. Ouais, c'est trippant. C'est-à-dire que c'était Pat. Ouais. On parlait à Pat. Pas de cash. Pas de cash. Comme ça, à travers le téléphone. Et c'est comme si je parlais à quelqu'un dans le temps. Ouais. Tu vois, c'est même pas... aujourd'hui, j'ai l'impression de m'adresser à quelqu'un. J'ai pris la machine de Star Trek pour remonter dans le temps. Et... Retour vers le futur. Voilà. Et je parle à Pas de Cash. Mister Pas de Cash. Comme on parlait de Pas de Cash aussi, je me suis dit, il faut quand même que je ramène quelque chose qui soit en même temps psychédélique, électro, rock, techno, house. Et donc cette chose-là me fait penser vraiment au côté punk. C'est anglais. Ça m'a complètement fait penser donc à Pas de Cash, au psychédélisme. On a tous rêvé d'être ou de rencontrer des défricheurs de terrains inconnus, des détourneurs de voies toutes tracées,
des dénicheurs de Taz. Des guides qui nous affranchissent du réel, font exploser les conventions en joyeux feux d'artifice. Pat Cash a été et est une locomotive hors des rails. L'an 3.0 sera invisible ou ne sera pas. La ville nous appartient. L'insurrection joyeuse ne connaît de borne ni spatiale, ni temporelle. Good evening and welcome. Freaks, mutants, subhumans, crossbreeds, monsters, clones, droids, robots, evils, sorcerers, vampires, half Japanese, zombies, hybrids, specters, mongoloids, pinheads, half-heads, things, man machines, werewolves, fuck faces, boogeymen, heretics, madmen, maniacs, Siamas, humongous,